Voilà, je m'appelle Abdouad Berichi, je suis votre enseignant qui va vous assurer ma je suis en 2000, j'ai effectué ma première partie du travail, si vous voulez, en tant que fac de Fès. Depuis 2010 ans, je suis revenu au Bercail, à la fac du JDA. Je suis même occasion, je suis directeur du laboratoire de recherche au départ du centre de gestion. Donc voilà, on va commencer pour qu'on puisse suivre, à se décliner comme nous, on va faire une sorte de cadrage. Le cadrage, c'est comme pouvoir délimiter un peu ce qu'on souhaitons traiter dans ce cours-là, pour que vous puissiez avoir une feuille de route, puissiez comprendre un peu où on va commencer et où on va. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que c'est un aperçu synoptique et introductif. C'est quoi? C'est comment avoir une vue d'ensemble. On va commencer en quelques étapes. Dans une première étape, on va faire ce qu'on appelle le brise-glace. C'est une technique à gauche. Le writing, à travers des citations ou des images, on va essayer, si vous voulez, d'imaginer le cours avant de le commencer. Parce que le cerveau humain n'aime pas. C'est pour cela qu'on doit commencer cette technique pédagogique. Monsieur, le son, on a quelque part. Maintenant, est-ce que c'est clair? Non, monsieur. Si c'est OK, on continue. Et maintenant, c'est bon? Pas. Maintenant, c'est clair? Oui, monsieur. Okay. Et donc, nous avons dit qu'on va commencer par le brise-glace. C'est une technique que vous allez voir tout à l'heure. Il est très important de réveiller le cerveau pour qu'il puisse imaginer le cours avant qu'on dedans. On va commencer par la première étape. Deuxième étape, on va essayer de définir le terme de stratégie. C'est très important qu'on puisse maîtriser le sens. Vous allez voir qu'à travers la création du sens, on va prêter le sens au terme, au concept de stratégie. On va pouvoir, si vous voulez, mieux cerner l'objet d'étude et mieux comprendre un peu la philosophie de ce terme-là. Troisième étape, on va essayer de faire la différence entre ce qu'on entend par stratégie tactique, qu'on puisse dissiper les confusions et puisse préciser un peu ce qu'on entend par stratégie tactique, il n'y ait pas de confusion. Vous allez voir que sont hiérarchiques, pour pouvoir les distinguer, parce que la stratégie, la politique est en haut, la stratégie au milieu, la tactique en bas. Vous allez voir que à travers le terme de hiérarchie, on va pouvoir le mieux le situer. On va arriver à la présence du plan de coup, la démarche stratégique, qui va être déduite un peu ce que je vais vous expliquer en 1 et 2. Donc, le cours, le plan du cours va être présenté. C'est une façon de réduire le cours. Et donc, c'est une façon de faire. Donc, on va pouvoir le plan du cours, comprendre un peu la profondeur de la démarche qu'on souhaite traiter, le contexte, etc. Comment on va procéder. Comment on va procéder, c'est le plan. Donc, le plan n'est que la conséquence de ce que nous souhaitons démontrer, analyser, etc. Donc, voilà le cadrage que je souhaite faire dans cette première séance introductive.
qui va vous aider, si vous voulez, à un cours plus en détail, de pouvoir maîtriser مسيو certaines notions. Oui, مسيو الله يخليك، راه الصوت مازال كيتقطع، مرة كيمشي وكيرجع. mais je peux rien. C'était le câble, je l'ai utilisé avant, donc peut-être c'est un problème. On va vérifier maintenant. Maintenant, c'est مزيان ولا؟ مزيان دابا أستاذ. Pas bon. S'il y a un problème, vous me le signalez. Donc, on va commencer par ce que j'ai appelé le brise-glace. À travers quelques images, quelques citations, on va pouvoir, si vous voulez, imaginer un peu le cours et avant de commencer à le traiter plus en détail. Donc, à travers l'image que vous avez une personne qui est avec plusieurs flèches, ce qui fait que nous sommes dans un domaine où il y a l'obligation, si vous voulez, plusieurs scénarios, plusieurs possibilités. En management stratégique, on ne peut pas envisager une seule solution, mais envisager plusieurs alternatives, plusieurs possibilités, plusieurs scénarios pour qu'on puisse étudier la faisabilité, l'opportunité, les craintes, etc. Des choix, beaucoup de choix à faire. On va on va pouvoir identifier le choix le plus pertinent. Et que plus on est là, plus on multiplie les choix, plus on élargit les possibilités. C'est ça que dans le déjà comme que vous allez que le sens de la réflexion, c'est limiter ces possibilités, nous pouvoir, si vous voulez, élargir les possibilités. Troisième image ici, ça nous peut révéler que avec la possibilité d'évoluer à condition de savoir où on va. Ici, c'est quoi? C'est la destination qui est utilisée ici. Donc, la destination qui est donc la destination qui est utilisée ici pour pouvoir identifier le cap de cette destination. On ne sait pas où on va, on ne peut pas savoir quel chemin emprunter selon quel risque. Et donc, ce qui fait la destination stratégique, c'est de savoir où. Ça, si l'objectif stratégique n'est pas identifié, aussi vous allez noter à perte. Ça, c'est trop. Donc, la première image était des choix, puis il y a cette possibilité. Elle avait définir un cap, définir une destination. Et là, vous avez ce qu'on peut, on peut s'inscrire aussi dans notre jeu. Donc, avant de jouer un match, il faut pouvoir le plan d'action. Parce qu'en face de vous, vous avez un adversaire qui adopte aussi des tactiques, qui cherche aussi à gagner. Et donc, avant de se mettre en jeu, il faut d'abord imaginer comment on va jouer. Et ce qui nécessite d'abord de comprendre des adversaires faibles, quelles ressources ou quels éléments viser, comment on va gagner, est-ce qu'on va adopter une position de défense, position d'attaque. Ce qui fait la stratégie aussi, c'est un jeu. C'est un jeu qui permet à l'entreprise de pouvoir
défendre la position, chercher à l'améliorer, à déstabiliser le joueur, le combattant. Et donc, nous sommes vraiment dans une logique de lutte, une logique de jeu, si vous voulez bien. Donc, vous avez aussi cette phrase de Sun Tzu sur la terre, et qui disait « Tu connais ton ennemi, tu connais toi-même, tu n'auras aucune raison de craindre l'issue de son bataille. » Donc, ce qui fait que le mot important à mettre en évidence, c'est la connaissance. La connaissance de soi et la connaissance de l'autre. Cette connaissance, c'est elle qui va vous permettre, si vous voulez, de mieux faire face aux conflits, mieux face aux défis, mieux développer votre position et gagner, réussir. Et donc, ce qui fait, nous sommes aussi là aussi dans une discipline où l'élément, c'est quoi? C'est que l'entreprise connaît de quoi il est capable et en même temps, doit connaître que notre adversaire il est capable. Et donc, nous ne sommes pas seuls sur le marché et la présence d'autres concurrents a la nécessité. Donc, il y a quelqu'un qui doit désactiver son micro, s'il vous plaît. Vous n'utilisez que si vous avez quelque chose à me dire. Et donc, vous avez de Sun Tzu qui peut permettre, si vous voulez, de la nécessité de développer la connaissance, pas sur seulement le point fort ou le point faible, mais aussi fort de. Une autre phrase aussi, celle d'Épictète, qui dit des choses qui existent, il y a celles qui dépendent de nous, celles qui ne dépendent pas de nous. Ce qui fait que nous sommes capables de maîtriser qu'une partie des choses. L'autre partie, elle est maîtrisée par l'autre. Donc, ce qui fait qu'il y a une certaine interdépendance. Et ce que l'entreprise est capable de maîtriser, il doit le développer. Ce qui n'est pas capable de maîtriser, il doit chercher à le maîtriser. Donc, ce qui fait le jeu n'est jamais parfait, n'est jamais arrêté. Et ce qui impose à l'entreprise, cette nécessité, si vous voulez, de pouvoir et comprendre ce de maîtriser. Il y a un terme qu'on va voir, qu'on utilise dans la musique, c'est le terme de l'ambiguïté causale. Donc, on ne sait pas comment l'entreprise ne sait pas comment l'entreprise fait, puisse réussir. Comment une entreprise fait, comment elle travaille à l'intérieur pour qu'elle puisse de qualité, pour qu'elle puisse produire des produits de qualité. Cette manque de connaissances aussi, ils peuvent être brevetés, ils peuvent être gardés en secret, et donc ce qui fait que il y a des connaissances qui sont bien maîtrisées par l'entreprise, mais sont mal maîtrisées par le concurrent. Donc chacun va essayer, si vous voulez, de développer son stock de connaissances pour pouvoir mieux se positionner. Donc le jeu il est aussi ouvert parce qu'on ne peut pas tout connaître et l'entreprise ne peut pas tout connaître. Là aussi, vous avez cette image qui vous donne deux situations, l'une en rouge, l'autre en bleu. Dans la première image du bleu, vous pouvez voir que le pêcheur il est en colère, il est stressé, et lorsqu'il cherche à payer, il y a comment dire, un poisson, un requin qui rôde. Donc, si vous remplacez le requin par le concurrent, ça veut dire que quelque part, nous sommes dans un marché où l'entreprise il n'existe pas seule. Et il y a d'autres concurrents. Et donc, ce qui fait que l'entreprise va essayer, si vous voulez, d'exploiter que les opportunités qui existent. Par contre, là, vous avez l'absence du concurrent. Et ça veut dire quoi? Que l'entreprise est là, essayer d'aller dans un espace dans lequel personne n'y allait. Donc, on appelle ça l'espace vierge. Et là, vous avez quoi? Vous avez deux
vous avez comment dire, deux stratégies qui existent. Une stratégie dans laquelle l'entreprise donc il y a une première stratégie dans laquelle l'entreprise ne cherche qu'à s'adapter, cherche l'adaptation. Et une première entreprise une autre entreprise qui va chercher, si vous voulez, à ne pas s'adapter, mais à innover. Et donc, vous avez deux mondes qui existent. Et bien sûr, on va voir ça plus tard. Dans le premier monde où l'entreprise ne cherche qu'à s'adapter, parce qu'il y a c'est un marché qui n'est pas vierge. Et donc, on appelle ça l'océan rouge. C'est un océan rouge, et dans l'autre cas, l'entreprise va essayer d'aller vers un marché nouveau, parce qu'il va miser sur l'innovation. On l'appelle l'océan bleu, l'océan bleu. OK? Et donc là, vous avez une stratégie d'adaptation, là, vous avez une stratégie d'innovation. Là, vous avez une stratégie d'exploitation. Il va exploiter que les opportunités qui existent déjà. Et là, vous avez une stratégie d'exploration. L'entreprise va essayer d'inventer des opportunités, nouvelles opportunités. Okay. Et donc, vous avez deux logiques qui existent. Et bien sûr, vous allez voir comment certaines entreprises sont capables d'adopter cette stratégie d'innovation. Et toutes les entreprises n'ont pas cette capacité, si vous voulez, de s'installer dans l'océan bleu. Vous pouvez, j'en suis sûr que vous êtes capable de comprendre tout de suite que pour aller vers l'océan bleu, il faut avoir cette capacité d'innovation. Parce que l'entreprise, il va explorer des nouveaux espaces stratégiques. Il va essayer d'inventer quelque chose auquel personne n'a pensé. Donc, on va donner quelques exemples plus tard. Là, ça va être, comment dire, juste une image qui va vous donner qu'il n'y a pas de stratégie standard, il n'y a pas de stratégie universelle, et que les entreprises adoptent les choix stratégiques en fonction de leur capacité. Dans l'exemple que vous avez sous vos yeux, la capacité ici en rouge, c'est une capacité d'exploitation. L'entreprise va exploiter que les opportunités qui existent. S'il y a du poisson, il va essayer de l'exploiter. Par d'autres, il va aller vers un océan, il va essayer d'innover pour être seul sur le marché. Et donc, soit l'adaptation, soit l'innovation, soit l'exploitation, soit l'exploration, soit un océan rouge, soit un océan bleu. Donc là, nous avons terminé avec le brise-glace, ou ça s'appelle en anglais l'ice breaking, juste pour que le cerveau puisse imaginer l'objet d'étude, imaginer le cours avant qu'on commence à le traiter en détail. On va commencer maintenant, en quoi consiste la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire, on va essayer de définir le thème, parce que c'est important de le maîtriser tout de suite pour pouvoir détailler le reste. Donc, si on revient au terme, donc le terme de stratégie, c'est un terme, comment dire, grec, composé de deux. Vous avez stratos et vous avez stratégia. Le stratos, c'est quoi? C'est la foule ou l'armée. On va dire c'est une armée. C'est le commande qui conduit cette armée. Et donc, si on peut dire, c'est quoi la stratégie? C'est quoi la stratégie? C'est comment dire, celui qui conduit une armée. Et bien sûr, la victoire. Et donc, l'origine c'est militaire. On va essayer à peu près d'emprunter à de langage militaire pour essayer de faire la transposition de ce qui est militaire par rapport à ce qui est civil. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut que l'armée. C'est quoi la stratégie? C'est celui qui conduit l'armée en ordre de bataille pour gagner la victoire. C'est celui qui conduit l'armée vers la victoire. Ce qui est important à souligner, c'est quoi? Que le terme de stratégie est d'origine militaire. Selon l'étymologie grecque, la stratégie est l'art de conduire une armée
et l'art de conduire une armée de disposer judicieusement ses troupes afin de remporter la victoire. C'est-à-dire comment mener, comment on va conduire la victoire. La victoire, c'est quoi? C'est l'objectif stratégique. Conduire, armer, disposer, etc., c'est la manière. Comment on va mettre en œuvre pour réussir à l'objectif. Donc, vous pouvez voir le parallèle entre le terme de stratégie et la manière de la réussir. C'est pour cela qu'on dit souvent, il faut avoir les moyens de sa stratégie et la stratégie de ses moyens. On peut avoir une excellente stratégie, mais si on ne dispose pas des moyens pour les mettre en œuvre, ça va rester un vœu pieux. C'est juste un souhait. Sa définition peut être traduite au monde de l'entreprise. On va essayer de ramener à l'idée au monde de l'entreprise. On peut la définir comme suit. La stratégie d'entreprise, c'est quoi? Ça consiste pour un dirigeant à choisir une allocation de ressources. Ça peut être des ressources financières, humaines, technologiques, commerciales, relationnelles, etc. L'allocation de ressources que l'entreprise va engager à long terme en configurant son périmètre d'activité afin d'obtenir l'avantage concurrentiel. Okay. Et donc l'avantage concurrentiel, l'entreprise, c'est l'objectif stratégique. Plus elle va avoir un avantage concurrentiel, il va défendre cet avantage, plus l'entreprise il sera rentable, profitable. Donc, pour avoir de l'avantage concurrentiel, il doit choisir son périmètre d'activité. Et donc, il doit engager des ressources dans ce périmètre d'activité pour pouvoir gagner un avantage concurrentiel. Et donc, l'affectation des ressources dans un périmètre d'activité afin de gagner l'avantage concurrentiel. Donc, le périmètre d'activité, ce n'est que le terrain de guerre dans lequel l'entreprise va s'engager pour pouvoir gagner la victoire. Et donc, les ressources, c'est quoi? Ce sont les armes. Les armes que l'entreprise va utiliser pour gagner la guerre dans un périmètre bien déterminé. Et donc, bien sûr, le choix du périmètre, le choix du périmètre suppose que l'entreprise ne doit pas disperser ses ressources. Donc, il doit définir quelles ressources dont il a besoin pour qu'il puisse s'engager à long terme sur un périmètre d'activité afin d'obtenir un avantage concurrentiel. Le périmètre d'activité, ça peut être un segment du marché, ça peut être aussi une zone géographique. Géographique, ça peut être international, ça peut être intracontinental, ça peut être régional, ça peut être national, ça peut être même local. Vous pouvez voir que vous avez là 3 thèmes importants, très importants à souligner. Obtenir un avantage concurrentiel, c'est l'objectif à long terme. Le périmètre d'activité, c'est là où l'entreprise souhaite exercer son activité, ou c'est là où l'entreprise cherche à améliorer la position qu'il occupe dans ce périmètre-là. Et les ressources, c'est les moyens qu'il va utiliser pour le faire. Et donc, vous pouvez voir que, à travers les 3 thèmes, nous avons fait le parallèle entre la définition utilisée en militaire, dans la discipline du militaire, pour la transposer en entreprise. Autrement dit, on peut dire aussi que la stratégie, c'est l'ensemble des décisions menant à des actions prises en fonction des moyens et ressources en vue d'atteindre un objectif sur le long terme dans un segment ou plusieurs segments du marché bien déterminés. Et donc, il y a des actions, des moyens à mobiliser dans un périmètre bien déterminé afin d'atteindre un objectif sur le long terme. C'est une autre. Donc, schématiquement, ça donne quoi? Ça donne la chose suivante. Il faut que l'entreprise choisisse le périmètre d'activité dans lequel souhaite se battre. Et on va le voir, ça s'appelle le domaine d'activité stratégique. Le périmètre, c'est un segment. Est-ce que l'entreprise va essayer, s'il opère par exemple dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, de la production de médicaments, donc quel périmètre d'activité il va s'inscrire? Est-ce qu'il va se contenter par exemple des
du segment cardiovasculaire. Okay. Donc, il va se limiter aux des médicaments qui ont un lien avec le traitement du cœur, des maladies liées au cœur. Ou est-ce qu'il va développer son activité vers d'autres segments? Et, par exemple, le surcristal qui opère dans un segment, par exemple, production de l'huile. Ok. Et après, il va dire, tiens, je vais ouvrir un autre segment, celui de l'huile d'olive. Donc après, il va dire, je vais ouvrir un autre segment. Il va vendre les condiments. Les condiments, avec la tort, le mayonnaise, ketchup. Ok. Et donc là, vous allez voir, maintenant, ce sont des segments. Donc l'entreprise doit choisir les périmètres ou les périmètres d'activité dans lesquels il va se battre. Et donc c'est quoi? C'est le positionnement actuel. En fonction de quoi, il va essayer d'affecter les ressources. Les ressources, si l'entreprise les a, va les affecter. Si on n'a pas, il doit décider comment les avoir. Et donc, les ressources, vous avez les ressources humaines, vous avez les ressources financières, technologiques, commerciales, logistiques, et bien d'autres. Okay. Donc, c'est le terrain qui vous impose à l'entreprise et c'est une nécessité de choisir, d'affecter les ressources. Pour aller vers quoi? Pour atteindre un objectif à long terme. Voilà, c'est l'avantage concurrentiel. Donc, l'idée, c'est quoi? Donc, vous avez ça, c'est la position actuelle. Le 1. En fonction des moyens et des compétences qui seront mobilisées pour l'entreprise va chercher quoi? Une position souhaitée. L'objectif à long terme, c'est la position souhaitée, c'est-à-dire comment l'entreprise souhaite devenir dans le futur. D'ici 3 ans, 5 ans, quel avantage, quelle position, quelle part de marché souhaite détenir. Et donc là, c'est la position souhaitée. Donc, le 3. Donc, je vais prendre le stylo. Là, c'est la position souhaitée. Et ça, c'est la position actuelle. Okay. Donc, de la position actuelle, l'entreprise cherche à s'orienter vers la position future ou souhaitée, moyennant quoi? Moyennant certaines ressources, moyennant certaines compétences qui vont l'aider à se repositionner stratégiquement. C'est pour ça qu'on parle de repositionnement ou positionnement stratégique. Quand on dit positionnement stratégique, ça veut dire comment l'entreprise va faire pour qu'il puisse améliorer sa position. Ok. Et donc vous avez quoi? Vous avez un schéma qui vous résume parfaitement un peu ce qu'on souhaite faire. Bien sûr, la position actuelle de l'entreprise, soit que l'entreprise va décider d'injecter dedans de ressources, soit de les garder stables, soit de les retirer. Parfois, ça arrive que l'entreprise abandonne le segment, le périmètre, l'abandonne. Et puis, il va essayer, si vous voulez, de renforcer sa position vers un segment plus porteur, plus créateur de valeur. Par exemple, c'était le cas de Le Cristal, lorsqu'il a revendu, par exemple, Maxis. Parce que Le Cristal, il est détentrice de la marque Maxis, Javel, détergent, etc. Il l'a abandonné parce qu'il a considéré que les ressources, il doit les affecter vers des segments plus stratégiques pour développer la chaîne de production de l'huile d'olive, etc. Donc, il a besoin des armes pour qu'il puisse mieux se battre. Donc, c'est pour cela que vous pouvez voir que certaines entreprises, ils vont carrément garder stable les ressources. Donc, le segment tel qu'il est, soit carrément, ils vont injecter de nouvelles ressources, soit financières, soit technologiques, donc c'est un choix d'investissement, soit carrément retirer les ressources. Et là, c'est un choix de désinvestissement. Donc, les choix, ce sont des choix de long terme que l'entreprise va prendre pour qu'elle puisse, se repositionner ou améliorer sa position stratégique à long terme. Et le général Foch disait à ce propos, il faut être meilleur que les adversaires sur un terrain limité que d'être médiocre partout. Il faut être meilleur que les adversaires sur un terrain limité
que d'être médiocre partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'entreprise va se positionner, elle doit décider quelles ressources doit-elle affecter en fonction de quel périmètre d'activité. Donc, il y a des choix stratégiques à décider. Il y a des choix stratégiques à décider et en dépend son avenir, le devenir de l'entreprise. Et donc, forcément, vouloir être partout et vouloir investir partout, ça va épuiser les armes dont dispose l'entreprise pour qu'il puisse mieux se positionner. Même pendant les guerres, vous pouvez remarquer que certains pays, lorsqu'ils lancent la guerre, le segment qu'ils utilisent, par exemple, mener une guerre aérienne par avion, le temps qu'ils anéantissent les capacités de défense de l'adversaire, et après, le segment, par exemple, naval. Le segment terrestre. Vous pouvez voir que même toutes les ressources pour mener une guerre sur les 3 fronts, aérien, naval et terrestre. Donc c'est valable aussi pour les entreprises. Lorsqu'ils ont des ressources, ils doivent décider comment les affecter. Et bien sûr, affecter les ressources, l'affectation de ressources, il engage l'avenir de l'entreprise à long terme. Okay. Toute décision prise maintenant, il aura une conséquence sur l'entreprise dans le futur. C'est pour cela que le choix des ressources sur leurs affectations va être mûrement réfléchi et ne pas tendre à disperser les ressources sur plusieurs fronts. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un père va dire si il a 3 enfants, un enfant qui fait les études, les 2 autres ne font pas, il va dire soit que je vais leur donner tous les moyens pour qu'ils puissent étudier, même s'ils n'étudient pas, soit que je vais donner à personne. Et donc là, il va disperser les ressources. Par contre, s'il est stratège, il va dire tiens, mon enfant aîné qui éprouve le désir de réussir, de continuer ses études, je vais l'aider, je vais investir sur son avenir. Et donc là, c'est un choix stratégique. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est ne pas disperser les ressources. Pas de questions, je peux continuer? Vous m'entendez? Pas de questions. Si vous avez une question, vous pouvez m'arrêter. Hein. Donc, je vais continuer. Donc, le schéma il est très important, il faut le garder en mémoire, parce que le cerveau d'Anna, il est capable de mémoriser les images plus que les textes ou les mots. La stratégie, c'est quoi? C'est simplement définir comment l'entreprise va améliorer sa position stratégique à long terme. Comment il va passer de la position actuelle à la position future. Pour un étudiant qui fait ses études, il évolue tête baissée, le nez dans le guidon, lorsqu'il n'a pas une idée sur la position qu'il cherche à occuper dans le futur. S'il va dire, tiens, je vais chercher à pouvoir continuer mes études à l'étranger, et de préférence, je vais faire quelque chose en anglais. Il va dire quelles sont les ressources dont j'ai besoin. Donc, je dois faire une formation en anglais pour améliorer mon niveau. Et de cette manière, je vais évoluer. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il a dit, tiens, je maîtrise pas parfaitement l'anglais. Je suis très moyen, mais je dois être excellent. Donc, c'est un raisonnement qu'on peut appliquer même à l'échelle individuelle. On peut l'appliquer aussi à l'échelle des organisations des entreprises. On peut aussi l'appliquer à l'échelle des nations, parce qu'il s'agit de défendre leur position
c'est la même chose ce qui arrive entre les États-Unis et la Chine concernant l'intelligence artificielle. Donc chaque nation va essayer de défendre sa position future. Et en conséquence, il doit investir, par exemple, la Chine il va investir jusqu'à 2030 plus de 200 milliards de dollars pour développer l'intelligence artificielle. Parce que la Chine a dit, comment dire, le digital et l'intelligence artificielle, c'est le moyen qui va permettre, c'est l'arme qui va lui permettre, si vous voulez, d'améliorer sa position et de se positionner comme une nation leader économiquement et militairement. Militairement, pas encore, mais économiquement bientôt. Là aussi, il faut aussi prendre en considération deux approches. Deux approches qui vont nous envoyer le schéma que je vous ai déjà donné concernant l'océan bleu, l'océan rouge. Une personne qui va pêcher dans un océan où il y a des concurrents et un autre qui va pêcher dans un océan où il n'y a pas de concurrents. Je les martèle et je les répète parce que هما اللي يقولوا عندنا بحال une grille de lecture qui va nous permettre, si vous voulez, de distinguer pas mal de choses tout au long du cours. Hein. On parle de la stratégie exploitation, exploration, océan rouge, océan bleu, stratégie d'adaptation, stratégie d'innovation. Vous allez voir que le terme aussi on utilise fait, stratégie fate, stratégie stretch. Et donc, les termes, vous allez les voir. Et la bipolarité, le comportement stratégique des entreprises. Et où les entreprises n'ont pas le même comportement stratégique. Commençons d'abord par le schéma. Vous allez voir que il va nous permettre de revenir sur ça plus en détail. Et donc, vous avez deux approches. Il y a une approche orthodoxe. Nous avons l'approche nous avons l'approche orthodoxe et nous avons l'approche hétérodoxe. Et donc l'approche orthodoxe, nous allons vers le sens de la flèche. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'environnement qui a imposé sa volonté, sa logique, l'entreprise. Okay. Où est-ce que l'entreprise, comment il va faire pour qu'il puisse combiner les ressources, qu'il fasse combiner les ressources d'IALA pour s'adapter. Donc, l'entreprise, elle subit, si vous voulez, l'hégémonie de l'environnement. Donc, lorsqu'elle subit l'hégémonie de l'environnement, ça veut dire que c'est une entreprise suiveuse. C'est une entreprise qui cherche qu'à s'adapter. Donc, dans l'orthodoxie, nous sommes plus dans une logique d'adaptation. Nous avons appelé aussi les logiques d'exploitation. L'entreprise a exploiter les opportunités les gainer. Ce qui arrive, par exemple, Oujda. Les gens qui habitent Oujda, vous pouvez voir que, du fait de la crise, les gens n'ont pas le sens d'innovation. Je vais dire, ils exploiter les opportunités qui existent. Les cafés, les snacks, mais à force, les parts de marché qui ont et donc ce qui fait, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et ça va, comment dire, et ça va dégrader la situation de l'entreprise davantage. Et donc là, c'est une stratégie d'adaptation. Donc l'état de l'environnement, voit qui dicte à l'entreprise une combinaison de ressources, voit qui va lui dicter s'il veut exercer son activité et s'il veut se maintenir dans le marché et exister. Voilà comment il doit combiner les ressources là. Mais lorsqu'on dit combinaison de ressources, la façon de produire, la façon de commercialiser, la façon de quelle technologie utiliser, etc. Dans notre logique hétérodoxe, là, plutôt, nous sommes dans une logique nous avons dit d'innovation. Et donc, nous avons appelé aussi la logique d'exploration. استكشاف. un استغلال un استكشاف. كتقولوا استكشاف يعني ça veut dire que la personne il va partir à la rencontre d'un horizon, d'un espace nouveau qui n'existe pas encore. Et là vous allez voir le sens des flèches, il a changé. Donc c'est l'entreprise qui va imposer sa volonté à l'environnement.
Ça veut dire que l'entreprise va faire l'initiative, de fabriquer quelque chose qui n'existe pas encore. De cette manière, elle va bouleverser l'ordre du marché. Et donc la combinaison de ressources, c'est elle qui va lui permettre, si vous voulez, à imposer à l'environnement sa logique, ses règles du jeu. On a les règles du jeu viennent de l'environnement, on a les règles du jeu viennent de l'entreprise. Là, on l'a appelé l'océan rouge. L'entreprise ne cherche qu'à s'adapter. Et là, on l'a appelé l'océan bleu parce que l'entreprise va essayer d'explorer un nouveau espace vierge, on peut l'appeler l'espace vierge, un espace stratégique vierge, en innovant et en commercialisant de nouveaux produits sur le marché qui va lui permettre, si vous voulez, d'être leader et de réinventer les règles du jeu du marché. Donc, il y a deux logiques qui existent, qu'on peut, comment dire, faire un parallèle par rapport au langage religieux. Là, on va partir de l'environnement pour aller vers l'entreprise. Donc, c'est le collectif qui est imposable entre l'entreprise. Là, c'est tout à le contraire. C'est l'entreprise qui va imposer sa logique et sa volonté à l'environnement. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise innovante qui va lui permettre d'imposer sa volonté. Et donc, vous avez deux approches différentes, deux comportements différents. On est plus dans l'insano musayyar, on a l'insano mukhayyar. Ok, ça veut dire que là, c'est l'homme qui prend son destin, l'entreprise qui prend son destin en main et elle va essayer de s'imposer. Par contre, l'entreprise c'est une entreprise qui imite, qui suit, qui s'adapte à ce qui existe déjà. Donc, vous savez que le débat là, on va le revoir plus tard, hein, parce qu'il est important de voir un peu, par exemple, le cas de Zara, de Amazon, ok, de Ryanair, et donc pas mal d'entreprises, si vous voulez, de faire le choix de l'innovation. Et donc, plus l'entreprise fait le choix de l'innovation, plus il va essayer, si vous voulez, d'imposer sa volonté à l'environnement. Et plus l'entreprise va essayer d'exploiter ce qui existe déjà, plus c'est l'environnement qui lui impose sa volonté. Et donc là, nous avons deux comportements très différents, avec des stratégies très différentes. Et donc la différence entre décision portant sur les orientations long terme, décision portant sur le périmètre d'activité de l'organisation. Les décisions stratégiques concernant les orientations long terme d'une organisation. C'est quoi? Il a pour but, si vous voulez, l'obtention de d'avantages concurrentiels par rapport à ses concurrents. Donc, il faut et donc l'objet c'est quoi? C'est définir correctement le positionnement concurrentiel de l'entreprise parce que les décisions stratégiques sont une réponse à l'évolution de l'environnement. On a les décisions stratégiques concernant la structuration des périmètres. Elle implique quoi? L'allocation des ressources de l'organisation. Le périmètre, ça veut dire quoi? Tout à l'heure. Structurer le périmètre, est-ce que je vais maintenir le même périmètre? Est-ce que je vais le diversifier? Est-ce que je vais investir? Est-ce que je vais désinvestir? Ou des choix d'investissement, de désinvestissement? Ce sont des choix de structuration du périmètre d'activité dans lequel l'entreprise exerce son activité. Là, on peut appeler ça, ce sont des politiques. Ce sont des politiques adoptées par l'entreprise parce qu'ils touchent la vocation de l'entreprise. La vocation d'Yali, c'est pas de produire du Maxis, mais de produire de l'huile, l'huile et les corps gras, l'huile et les savons. Et donc, le Cristal il va essayer de restructurer le périmètre d'activité. C'est une politique à long terme, parce qu'il touche le devenir. Ouais, ce sont des décisions stratégiques concernant quoi?
Une fois le périmètre d'activité il est fixé, quelle stratégie l'entreprise doit-elle adopter pour améliorer son avantage concurrentiel? Et donc là, nous sommes dans une stratégie business, une stratégie concurrentielle. Stratégie business ou concurrentielle concernant les moyens et ressources que l'entreprise va faire pour améliorer son avantage concurrentiel vis-à-vis du concurrent. Et on part en bas, c'est une stratégie qu'on peut appeler corporate. Corporate, c'est-à-dire qui touche l'ensemble des activités à travers sa politique. Est-ce que l'entreprise va quitter le périmètre, le retrait, elle va adopter un comportement de retrait? Est-ce qu'il va quitter le périmètre, ça veut dire quoi? Vendre son activité. Et donc l'entreprise va vendre son activité pour se recentrer et revenir sur son cœur de métier. Ou est-ce qu'il va vraiment diversifier? Donc il y a un autre périmètre d'activité, ou est-ce qu'il va aussi garder le périmètre tel qu'il est? Donc ce sont des stratégies de devenir de l'entreprise qui engagent l'entreprise à long terme. Exemple d'avantage concurrentiel. Lorsqu'on parle d'avantage concurrentiel, c'est une ressource qui permet à l'entreprise de tirer un avantage, une ressource spécifique. La ressource spécifique, c'est elle qui permet à l'entreprise de tirer et de gagner un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents. Par exemple, concernant le design, vous avez par exemple là vous avez Apple, qui joue beaucoup sur le design. Vous avez Swatch. C'est une ressource qui est spécifique, qui permet de donner par exemple, concernant l'écologie, à travers le Toyota Prius, qui dégage moins de carbone, ou là actuellement avec les voitures hybrides électriques, facilité d'utilisation. Par exemple, Google, il joue sur ça. La personne qui navigue sur Google, la navigation, il est il est à l'aise. Il peut entrer, sortir, il peut naviguer facilement. Là, c'est un argument, comment dire, qui a de la facilité. Il est rendu facile par la maîtrise de la technologie du web par Google. Vous avez la garantie. Vous avez par garantie le produit d'Alphacom. Le produit Facom qui produit des matériels d'outillage, le chignon, le scie électrique, etc. Donc vous les achetez, vous avez la garantie à vie. Vous avez l'innovation, le Nespresso, les capsules. Le monopole, ça commence à disparaître. La qualité, par exemple, de Mercedes, de Rolex, le montre, la réputation de Coca, a un avantage. Le réseau, par exemple, de McDo. Ok, on peut ajouter ici McDo. Ok. Vous avez, par exemple, le réseau comment dire, les agences bancaires, par exemple, agricole. La sécurité de Volvo, la structure du coût. La structure du coût, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui vont essayer de réduire le coût de telle manière de proposer aux clients des prix bas. Vous avez le charter, EasyJet, ou là, par exemple, le discount. Le discount, ça veut dire que ce sont les supermarchés qui vendent des produits de consommation à bas prix. Au Maroc, ça n'existe pas encore, mais à l'étranger, ça existe. Par exemple, vous avez Aldi, vous avez Lidl, vous avez Dia. Vous avez aussi la voiture Dacia. Okay. La voiture Dacia, il est dans une stratégie de domination par les coûts. Et donc, c'est une sophistication tirée par le bas. Sophistication tirée par le bas, ça veut dire qu'on a la qualité très moyenne avec un prix bas. Donc, on a le coût pour offrir aux clients un prix très compétitif. Alors, l'avantage concurrentiel de Dacia, c'est le prix. Vous avez la vitesse, par exemple, la TGV. Zara, la vitesse. Time to market. Zara, c'est la première qui a utilisé une stratégie qui s'appelle la prolifération dans le temps. La prolifération dans le temps, ça veut dire quoi? C'est de lancer de nouvelles collections qui vont aller jusqu'à 12 collections par année.
Donc, le client, à chaque fois qu'il arrive au magasin de Zara, il va trouver de nouvelles collections. Donc, ça permet de faire revenir les clients à chaque fois au magasin de Zara et ça va aussi fatiguer les concurrents. Okay. Et donc, c'est la vitesse. Le terme, on peut utiliser le terme aussi de la prolifération dans le temps. Le volume, vous avez aussi, par exemple, McDonald's, c'est-à-dire, comment dire, la capacité de servir les clients, quel que soit le nombre. Donc, il y a toujours assez de nourriture pour tout le monde. Vous avez aussi Walmart. Walmart, c'est un réseau de distribution, de grande distribution, comme Carrefour ou Marjan Foujda, Walmart existe, c'est une chaîne de grande distribution américaine. Actuellement, il existe plus de 2700 Walmart aux États-Unis. Donc, ce qui fait que il a joué sur une stratégie de volume. On appelle ça la stratégie de saturation. Saturation, ça veut dire quoi? Le rendre l'espace de vente saturé en multipliant les points de vente. Donc, et un concurrent qui souhaite s'installer, à chaque fois, il va trouver que Walmart est déjà installé. C'est un avantage. Et ça joue sur le volume, ça joue aussi sur la proximité. Vous pouvez voir que chaque entreprise, elle va essayer, si vous voulez, d'avoir un avantage concurrentiel qui lui est spécifique. Et de cette manière, il peut décider de savoir quel concurrent, est-ce qu'il est capable de maîtriser l'avantage, est-ce qu'il a les moyens de maîtriser l'avantage ou pas. Vous avez aussi l'exemple d'handicap concurrentiel. Un handicap concurrentiel, un manque de ressources. Par exemple, Matra qui a disparu, ça n'existe pas encore. Matra, mais un réseau de distribution. Ou là, par exemple, Mahindra. Mahindra, c'est une chaîne de voitures indiennes qui n'a pas un réseau de distribution très développé pour vendre ces voitures. D'autant plus que lors de l'achat d'une voiture, le client est lié au concessionnaire par un contrat de garantie. Donc, il faut qu'il y ait un concessionnaire sur place avec un garage d'entretien qui permet au client de solliciter l'intervention de la maison rapidement. Donc, à l'absence de réseau de distribution, on peut constituer vraiment on va dire quoi, un handicap concurrentiel. C'était le cas de l'entreprise de fabrication des ordinateurs. J'ai oublié le nom. Ça va venir. Ils souhaitaient, si vous voulez, s'installer sur le marché, sauf qu'ils n'avaient pas un réseau de distribution. Et pour elle, pour s'y installer, il faut créer ce réseau-là. Et donc, ça demande beaucoup de moyens. Et pour contourner à de l'handicap, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la vente par correspondance. Donc, il a initié la stratégie, ce qui lui a permis, si vous voulez, de pénétrer sur le marché, malgré l'absence d'un réseau de distribution. Et il a réussi, si vous voulez, d'arracher pas mal de parts de marché. Donc, l'entreprise, il s'oppose aux États-Unis, le Hewlett Packard, il s'opposait aussi à IBM, ou tout le marché bat tariqa. Et donc, il a compris que l'handicap, il ne peut pas le résoudre s'il n'a pas les moyens. Une banque, il veut s'installer au Maroc, et pour s'y installer, ça fait le réseau de distribution. C'est très coûteux. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, au lieu d'ouvrir le réseau de distribution en termes physiques, je vais me lancer sur la banque à distance. Un moyen, si vous voulez, de pénétrer le marché malgré l'handicap concurrentiel. Vous avez aussi l'atteinte à la réputation. Vous pouvez savoir plus que moi que les entreprises tout le temps sont affrontées à ce qu'on peut appeler une crise de réputation. Par exemple, pour le cas de Buffalo, en Europe, concernant la vache folle, ou là, le McDo, par exemple, pour sa réputation, lorsqu'on va accuser ces produits de provoquer l'obésité. Ou Monsanto, lorsqu'il utilise l'OGM, ou Nike qui fait produire
ses produits en Inde, il fait travailler les enfants au Pakistan. Au Perrier, le produit Perrier, qui contient des taches de benzène. Ok. Et vous pouvez voir que هذاك يقدر يكون un handicap. Ni McDo, quoi qu'il fasse, tout le temps, la mauvaise réputation que les produits de McDo provoquent l'obésité, ils provoquent le surpoids. Si la personne les consomme régulièrement, il ne peut pas s'en débarrasser. Vous avez le défi écologique. Par exemple, avec ces DLI ou l'Evian ou les bouteilles en plastique. Est-ce qu'ils sont recyclables, pas recyclables? Vous avez aussi le déficit. Le problème se pose lorsque vous avez des consommateurs éco-responsables. Des consommateurs qui sont déjà imprégnés par la culture environnementale et ils sont très, très pointus sur ce qu'ils consomment. Au Maroc, je pense pas encore. La culture de l'environnement n'est pas, comment dire, n'existe pas, ne constitue pas vraiment la caractéristique du comportement du consommateur, du fait que le niveau de vie il est encore bas. الناس حتى النيفو ديالهم يطلع هكذا عاد بداو يدخلوا في هاد لي شوا كي ديباس فولي لاسبي نوريتور. مازال حنا عاد في لو ستاد دو لا نوريتور، خصني ناكل ونلبس يعني الكونسوماتور مازال ما وصلش لو بيان اتر là où il peut adopter des positions en faveur de l'environnement. C'est pour cela que en Europe, à la dimension des produits recyclables, etc., c'est une question très sensible. Il peut constituer un handicap concurrentiel pour les entreprises. Vous avez le déficit de fiabilité. Exemple, les voitures chinoises, okay, qui sont produites en Chine, ou les jouets qui sont fabriqués en Chine. Vous avez les entraves aux syndicats. Les entraves aux syndicats, par exemple, qui a amené une entreprise, j'ai oublié le nom, qui existe aussi à Oujda, une chaîne de distribution les parfums ou entrée de gamme. Ça existe à Marjan et ça existe au boulevard Mohamed V. Quelqu'un me rappelait le nom? L'entreprise Ada, il vendait ses produits, à distance. Oui, oui, je vous écoute. Donc, l'entreprise en France, il produisait les produits d'Ada, il les vendait à distance. Et suite à des grèves à répétition de la Poste, cela a entraîné des pertes colossales. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'ouvrir carrément le réseau de distribution, ou d'aider les franchises. À travers la France, maintenant il existe à travers le monde, même au Maroc, où il vend ses produits aux clients directement. Ou à de l'entrave syndicale, un handicap réel. L'entreprise a décidé de revenir sur le réseau de distribution physique, réel. وكاين اللي كيكون في الفيزيك ويرجع في la vente à distance. Vous pouvez voir que qu'est-ce que l'entreprise doit faire vis-à-vis de l'handicap. Vous avez aussi le retard technologique. Skoda, avant qu'il soit racheté. General Motors, Lada. Vous avez le rupture technologique. Kodak qui a disparu, qui n'existe plus. Kodak qui, avant le lancement des appareils, les photos numériques, Kodak il était leader mondial. Et c'est elle qui a la première qui a inventé les appareils numériques, les photos numériques. Mais il n'a pas souhaité le lancer immédiatement. Sauf que c'était une erreur qui lui a coûté cher. Et donc ça a entraîné, si vous voulez, une disparition. Parce que les entreprises qui opèrent dans un secteur très touché par l'innovation, soit que l'entreprise innove, soit qu'il disparaît. Et donc, on parle de rupture technologique. Dès qu'on parle de rupture technologique, on sommes dans la logique de l'océan bleu ou le rouge. Mais qu'est-ce que les rupture technologique? Hein? Le bleu, monsieur. Exactement. C'est l'océan bleu. Et la bataille entre entreprises, c'est quoi? Qui va mettre la main sur une nouvelle technologie qui va réinventer les règles du jeu du marché.
les 5G les Chinois, alors c'est une rupture technologique. Et là, les Américains ont intervenu pour casser l'élan et retarder un peu comment dire, l'hégémonie chinoise afin que les entreprises puissent se positionner à nouveau. Et donc, à la 5G, les Chinois, c'est une rupture parce qu'il va bouleverser pas mal de choses. Donc, vous avez le système fermé, Macintosh avant qu'il devienne Apple. Ils ont créé un système fermé, voilà, c'était un handicap. Alors que les systèmes, c'est un système ouvert. Je peux installer un nouveau logiciel. Le système fermé, il est utilisé aussi par Apple. Les gens qui achètent le matériel de Apple, ils sont condamnés, si vous voulez, à télécharger les produits référencés de l'homme. Il n'est pas ouvert sur toutes les applications. L'avantage le système fermé, c'est un handicap pour qui fait l'avantage d'Apple, c'est l'innovation, c'est l'esthétique, c'est l'image de marque. Vous avez aussi la taille. La taille les PME. Les PME aussi l'activité ديالهم طلع OK بزاف هنا soit qu'il va augmenter le cycle de la taille de la production. Donc il faut recruter, il faut louer, il faut créer un nouveau atelier, il faut machin, il faut donc l'handicap concurrentiel de PME par احيان ما كيسمحلاش pour devenir une entreprise internationale. بحال une femme qui fabrique des gâteaux chez elle, OK, et ils vendent ça sur les réseaux sociaux. Et à force, il commence à comment dire, le chiffre d'affaires commence à augmenter, les commandes commencent à augmenter, on a la possibilité. Soit qu'il va garder la même activité et donc vous allez avoir des clients qui n'aiment pas ça parce qu'ils ne sont pas servis. Il a que s'allonge, les commandes s'allongent, elle se fatigue. Soit elle va dire tiens carrément je vais louer un local, je vais installer un atelier et recruter des femmes qui vont m'aider pour honorer les commandes. Et donc l'handicap c'est l'effet taille. وبعد الحين لا تايم كتكون كبيره كتولي aussi un handicap. Et l'entreprise il devient plus complexe et il ne se maîtrise plus et il va décider quoi? De se débarrasser par exemple de certaines activités non stratégiques. C'était le cas de l'IBM en 1981 où tout le monde tablait sur la disparition de l'IBM. Je me souviens que même il y a certains journaux en France qui lançaient des titres sur les journaux, la fin du géant. IBM, il perdait beaucoup d'argent, 4 milliards de dollars par année. Les actions s'étaient divisées par 4. Et ce qui fait que, comment dire, Gastner, le nouveau patron qui était quitté pour sauver l'entreprise, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que l'entreprise puisse se concentrer sur ce qu'il sait faire. Ce qu'il sait faire, c'est quoi? C'est le logiciel. Et là, ils ont quoi? Ils ont sous-traité toute l'activité périphérique. Donc, l'IBM ne fabrique plus les écrans, ne fabrique plus les puces, ne fabrique plus les claviers. Et donc, il est allé s'installer vers ce qu'on peut appeler l'activité créatrice de valeur. Et donc, et là, ils ont renoué avec le chiffre d'affaires et avec le profit. Vous pouvez voir du côté des PME, parfois, la taille est un handicap. Donc, pour qu'ils puissent aller vers les marchés nationaux, le marché international, la tête qui veut. On a des ressources, de l'organisation, beaucoup de choses. Ou bien aussi les entreprises de grande taille, géantes, parfois avec la taille, mais à la crise, un handicap. Et là, il y a des choix à faire. Soit qu'il va se débarrasser de certains segments qui n'ont pas stratégique, ou sous-traiter certaines activités qui ne sont pas créatrices de valeur, etc. Ce sont des choix à faire. Et donc, lorsqu'on nous avons dit des choix à faire, ça veut dire que l'entreprise, il a besoin de faire un ensemble de choix. Ce qu'on dit choix à faire, c'est pas au singulier, mais au pluriel. Les choix à faire, ça veut dire quoi? Donc, plus précisément, en parlant de la stratégie d'entreprise, on entend des décisions, des orientations concernant les objectifs. Mais chez nous, les objectifs de croissance, il est là. Est-ce qu'il va faire une croissance interne ou une croissance externe? S'il fait une croissance externe, comment?
ou est-ce qu'il va faire des alliances, ou acheter une autre entreprise, ou développer son activité en créant une usine de fabrication, là, des réseaux de distribution ailleurs dans d'autres pays. Donc, ce sont des objectifs qu'il doit définir. Vous avez les activités de la région géographique, justement les activités qu'il doit gérer, justement les régions géographiques dans lesquelles il souhaite être présente, justement les investissements qu'il doit entreprendre, ou là les désinvestissements qu'il doit décider, justement les positions qu'il cherche à occuper vis-à-vis des quelques concurrents. Ok, est-ce qu'il va adopter un comportement de conflit, de neutralité, ou d'alliance, ou avec d'autres concurrents? Est-ce elle va carrément acheter les concurrents, ou est-ce qu'il va faire des cessions? Et donc vous avez là, vous pouvez voir que la stratégie n'est pas linéaire et amène l'entreprise à, si vous voulez, à pouvoir maîtriser un ensemble de choix très déterminants pour son avenir. Maintenant, on va arriver à la troisième étape concernant la différence entre politique, stratégie et tactique. À travers le schéma, vous pouvez rapidement voir que lorsqu'on parle de politique, nous sommes en haut de la hiérarchie. Vous avez le dirigeant et le conseil d'administration. Si nous sommes dans une entreprise anonyme, cotée en bourse, nécessairement il va avoir un conseil d'administration. Vous avez le dirigeant. Donc nous sommes au sommet de la pyramide. Si on va parler de stratégie corporate, nous sommes au niveau de top manager, le staff. Et on va parler de business strategy, nous sommes dans les managers intermédiaires. Et lorsqu'on va parler de tactique, nous sommes en bas auprès des collaborateurs. On va appeler ça l'operating strategy, business strategy, corporate strategy et politique. Donc vous pouvez voir que la hiérarchie, déjà l'organisation de l'entreprise, chaque niveau hiérarchique se réserve la décision de prendre le droit de prendre des décisions bien spécifiques. Et donc ce qui fait, lorsqu'on parle de politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dirigeant et le conseil d'administration, ils vont décider sur le devenir de l'entreprise. Quelle sera sa vocation dans le futur? Que souhaite-t-on devenir dans le futur? Par exemple, si une entreprise, comment dire, du réseau social, par exemple, on va prendre le cas d'Isalat al-Maghrib, qui vend de la téléphonie fixe et cellulaire. La question qui se pose maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir Isalat al-Maghrib d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Est-ce qu'il va diversifier son activité? On peut voir, par exemple, à chaque fois que vous allez ouvrir une ligne mobile ou fixe, automatiquement, vous allez avoir le droit à un package. Donc, vous avez la possibilité d'accéder à un catalogue de films, ou de documentaires, c'est-à-dire, et dont le prix doit être intégré dans le prix, dans la consommation téléphonique. Et donc là, lorsqu'on se pose la question sur ça, nous sommes en train de dire quelle est la vocation de l'entreprise dans le futur. Quelle est sa vocation? Et donc dans la vocation, c'est comme si on est en train de dire ce que l'entreprise va devenir plus tard. Donc c'est la politique. Et donc la politique, c'est toujours se prononce sur le devenir de l'entreprise d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Par exemple, sur Netflix, lorsqu'il va dire notre vocation, c'est notre vocation, c'est d'avoir pour chaque portable acheté ou pour chaque télévision achetée, vous allez avoir dedans l'abonnement sera intégré, l'abonnement Netflix. Et l'abonnement, il peut commencer actuellement, il est de 125 dirhams, je pense,
il peut aller peut descendre jusqu'à 90. Plus tard, si on va multiplier le nombre d'abonnés, on peut faire descendre le prix de l'abonnement à 50 dirhams ou 60 dirhams. Et comme ça, il peut avoir 1 million d'abonnés, 1 milliard d'abonnés, plus que 500 millions d'abonnés. Donc, s'ils vendent l'abonnement à 1 milliard de personnes à 50 dirhams, c'est mieux de le vendre son abonnement à 100 dirhams à 200 millions, à 300 millions. Et donc, ce qui fait qu'il va jouer sur l'effet taille. Donc, ce sont des vocations. يعني كتقول بان الستريمينغ يعني بحال كتقول اليوم الانترنت لو جوجل ils font qu'un يعني pour naviguer navigation c'est Google. C'est une vocation. Google elle a réussi ça. Le streaming aussi le streaming concernant Netflix, le streaming c'est Netflix. يعني il va s'imposer comme un leader du marché et le plus important et qui pèse beaucoup sur le marché. Et je pense que la vocation peut être réfléchie comme cela. Concernant les stratégies corporate, la stratégie corporate, on l'appelle aussi stratégie de croissance. En stratégie d'entreprise, il prend en compte l'entreprise dans tout son périmètre d'activité. Et la croissance, quand tu touches tous les segments dans lesquels l'entreprise opère. Il y a 3 segments, par exemple, le surcristal, il y a un segment de l'huile de table, on a l'huile d'olive, on a le savon corporel, le détergent, on a actuellement, je pense qu'ils ont ajouté les condiments. Les condiments, on a des za'atar, mayonnaise, etc. Donc, là, une stratégie de croissance, on va dire, quelle est la stratégie de croissance pour les 4 périmètres d'activité? On a l'huile de table, l'huile d'olive, savon corporel et condiments. Donc, il va dire quelle est la stratégie de croissance de l'entreprise sur la totalité des périmètres d'activité, sur toute l'activité. Voilà, comme il une stratégie de concurrentielle, quel est l'avantage concurrentiel que l'entreprise, le surcristal, souhaite avoir sur le périmètre d'activité l'huile de table ou sur le périmètre d'activité l'huile d'olive. Qui va le faire? Il va le faire le manager intermédiaire. يعني هذا il va faire يعني c'est une stratégie fonctionnelle. تدخل تشوف le service marketing, le service financier, etc. qui vont discuter comment l'entreprise va réussir l'avantage concurrentiel là, segment A, segment B, segment C, segment D. Et donc forcément, c'est une business stratégie. Et vous avez aussi la stratégie, la tactique. La tactique, on est plus dans le proche du terrain, proche des collaborateurs, où il va déterminer comment les différentes composantes d'entreprise vont être déployées. Comment on va mettre en œuvre. On est plus dans l'exécution, plus proche du terrain. On est dans l'opérationnalisation de la stratégie, la mise en œuvre de la stratégie. Et là, on est dans la phase intermédiaire. On va parler de chaque segment séparément. Et chaque segment, on a chaque segment, il y a un avantage concurrentiel particulier. Il y a des concurrents, etc. L'entreprise va décider comment il va, la stratégie concurrentielle qu'il doit adopter, A, ou B, ou C. Okay. Par contre, la stratégie corporate, on va parler de stratégie de croissance. Stratégie de croissance, ça veut dire quoi? Comment l'entreprise va se différencier? Comment est-ce qu'il va se diversifier? Est-ce qu'il va s'internationaliser? Est-ce qu'il va se spécialiser? Ce sont des stratégies de croissance. La diversification, l'internationalisation, la spécialisation, l'expansion. Alors on va les voir plus tard. Hein. Ce sont des stratégies de croissance. Par contre, les stratégies concurrentielles, comment l'entreprise, c'est quoi elle va compter l'entreprise pour qu'il puisse tirer l'avantage concurrentiel? Ou est-ce qu'il va miser sur le coût? Ok? Est-ce qu'il va miser sur certains facteurs de différenciation autres que le coût? Par exemple, sur l'image de marque, la réputation, etc. L'expertise.
ou est-ce qu'il va miser, par exemple, sur l'innovation? Ok. Donc, ce sont des facteurs de différenciation. Ce sont des facteurs qui permettent à l'entreprise, si vous voulez, de tirer un avantage concurrentiel sur un segment bien spécifique. Et là, c'est pour cela qu'on va parler de stratégie de domination par les coûts, stratégie de différenciation, stratégie d'innovation. Ce sont des stratégies concurrentielles ou business stratégie. Par contre, on a diversification, internationalisation, spécialisation, expansion. Ce sont des stratégies de croissance. Donc, vous allez le voir plus en détail sur une vidéo de la séance 4. Et donc, la politique d'entreprise, si on peut résumer, la politique d'entreprise oriente la définition de la stratégie et le déploiement, et le déploiement de la tactique. Il y en a la stratégie qu'on va adopter du point de vue global ou du point de vue intermédiaire, chaque périmètre, qui va le définir? C'est la politique. Mais quand voilà la vocation d'Yanna dans le futur, par exemple, faire du streaming et du Netflix, comment dire, faire du streaming, la vocation, comment dire, c'était pareil pour IBM. IBM, lorsqu'il a dit, Bill Gates disait à l'époque, avoir arriver comment dire, un ordinateur sur chaque bureau. C'est la vocation d'Yanna. Chaque bureau dans le monde, mais tout le cas, c'est un ordinateur. Ils ont réussi ça. C'est une vocation. في نتفليكس يقدر يقول لك اودي ان ابونمون sur chaque mobile sur chaque poste de télévision acheté. يعني كتشري داخل ديجا لابونمون، يعني داخل في الطريف. هنا il peut négocier مع par exemple مع سامسونج ومع d'autres الاخر باش ينتغريو الاخر ينتغريو لو بري comment dire intégrer l'abonnement ديال نتفليكس في logiciel déjà. Et donc, vous allez acheter un téléviseur avec un abonnement déjà payé, prépayé. Et donc, ça va coûter 500 dirhams بالنسبة لسامسونج وهو يدخلها في الطريف. ومن بعد انت باش تغنوفلي l'abonnement, ils vont vous lancer un message pour renouveler ça. Donc, c'est une vocation هذه. La vocation, c'est quoi? C'est que l'entreprise va essayer comment dire, de réfléchir sur comment il va devenir, comment devenir dans le futur. Dans le futur. On va imaginer les grands choix dont dépendent le devenir de l'entreprise. Donc, concernant le niveau stratégique, vous pouvez voir que là aussi, vous avez le niveau corporate, au niveau global, vous avez le niveau intermédiaire par DAS, qui m'a dit comme bilet, niveau corporate, comme le segment A, segment B, segment C, ou là le DAS, business activité A, B, C, intermédiaire. On a le niveau fonctionnel, et les fonctions, entreprise, fonction marketing, fonction RH, fonction production. Alors, comment ils vont faire pour réaliser l'activité B, l'activité A, l'activité C? Là, on est dans la stratégie fonctionnelle ou opérationnelle, operating stratégie. On a, nous sommes dans plutôt de la business stratégie, stratégie concurrentielle par domaine. Et là, c'est l'avantage concurrentiel, comment on va réussir à avoir un avantage concurrentiel. Par contre, on a un corporate, c'est une stratégie de croissance. Comment l'entreprise va se développer? C'est quoi? Je nous les modalités de développement, je nous les axes de développement d'ILA. Je nous les axes de croissance sur lesquels va miser. Est-ce que c'est une stratégie est-ce que c'est une stratégie, et donc c'est une stratégie de, j'arrive?
Bon, stratégie corporate, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'il faut retenir, stratégie corporate. Ou كتسمى aussi stratégie de croissance. Chez moi, les axes de croissance, quels sont les axes de croissance sur lesquels l'entreprise va miser pour qu'elle puisse se développer? Des axes de croissance que j'ai énumérés il y a quelques instants, ça peut être la spécialisation. Donc l'entreprise va miser sur la spécialisation. Ça peut être au contraire la diversification. Il va diversifier son activité. Ça peut être l'expansion. L'expansion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une banque va décider, si vous voulez, d'introduire ou d'inclure dans ses activités l'activité d'assurance. Et donc, là, c'est une activité les intermédiaire de la spécialisation, la diversification. Bon, c'est un métier qui est proche à celui de la banque. On l'appelle ça l'expansion. Ou ça peut être l'internationalisation. Donc, les axes de croissance. qui touche ça touche le portefeuille d'activité ديالها global. Mais quand نهبطوا نشوفوا chaque segment séparément, كنبوزو la question هنا كتسمى stratégie business stratégie business stratégie d'affaires ou stratégie concurrentielle. وهذه c'est une stratégie intermédiaire. يعني كنقولوا sur quoi l'entreprise va miser pour tirer les avantages concurrentiels sur le segment A, sur le segment B, segment C. Voilà, les stratégies qu'il va adopter, ce sont des stratégies soit de coût, ou domination par les coûts, soit une stratégie de différenciation, et comment il va se différencier, soit une stratégie d'innovation, et ce sont des stratégies intermédiaires. Mais quand en bas, là, vous avez quoi? C'est une stratégie de mise en œuvre, et on est plus dans le plan d'action. Et qu'on va mettre, comment on va combiner les ressources qui existent dans les fonctions d'entreprise pour mettre en œuvre la stratégie business de B, la de A, la de C. Donc, à trois niveaux. Vous pouvez remarquer ici, l'élément hiérarchie, l'élément pyramide, on a réussi, si vous voulez, à distinguer bien la politique, la stratégie et la tactique. Donc, la stratégie distingue bien la stratégie corporate ou stratégie business. La stratégie corporate et business, vous allez le voir plus tard. Ce sont des notions juste pour que votre cerveau puisse situer les notions. Parce que lorsqu'on maîtrise les notions, on peut maîtriser le sens de la discipline, ou la profondeur de la discipline. Et donc, nous avons les trois dimensions que j'ai citées tout à l'heure, même niveau supérieur jusqu'à un niveau inférieur. On a défini ce que l'organisation doit faire. Donc, ce sont les axes de croissance, ce sont les avantages concurrentiels que l'entreprise souhaite tirer sur chaque segment, soit par le coût, soit par la réputation, l'image, soit il va définir les outils ou les moyens, les ressources qu'il va déployer pour mettre en œuvre les stratégies définies sur chaque segment, à la fois global et local. Donc, nous arrivons maintenant au plan de cours. Après, une introduction sur les notions de base, la philosophie, on met en accent sur le comportement, sur les notions, etc. Concernant le plan de cours, ce qui nous intéresse ici, c'est cette phrase. La Harvard Business School ou l'école des affaires de Harvard, il a développé, si vous voulez, une réflexion stratégique qui peut être organisée selon une démarche en 3 étapes. C'est pour cela qu'on parle de démarche stratégique. Dès qu'on parle en sciences de management de démarche, ça veut dire que nous sommes en face de 2 étapes, de plusieurs étapes, qui s'enchaînent selon une logique bien déterminée. C'est pour cela que le terme de formel est utilisé ici, parce qu'il y a un enchaînement logique de plusieurs étapes. C'est pareil, le Harvard Business School, il a développé cette réflexion et il nous a proposé, si vous voulez, une démarche très, très pédagogique. Et pour un cours de management stratégique, c'est important pour que les étudiants puissent comprendre un peu l'enchaînement et dans cet enchaînement puissent maîtriser pas mal de notions de base,
nécessaires à développer la réflexion stratégique. Et donc, la démarche stratégique, il englobe quoi? Il englobe 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de du diagnostic stratégique. La deuxième étape, c'est l'étape de la formulation stratégique, du choix stratégique. Et la dernière étape, c'est l'étape de la mise en œuvre de la stratégie. Et donc, il y a le diagnostic, c'est quoi? C'est analyser, le verbe analyser. Il y a la formulation de la stratégie, on va dire, c'est le verbe choisir. On doit choisir la voie qu'on souhaite emprunter. Et vous avez le verbe, la mise en œuvre, le déploiement stratégique, c'est agir. Donc, nous avons 3 verbes qui s'enchaînent. Analyser, choisir et agir. Il y a la démarche stratégique. Et donc, nous avons trois verbes d'action qui s'enchaînent. Peut-être Drucker, le père du management, disait quoi? Il disait la stratégie, c'est savoir où se situe votre entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire la positionner, quelle est sa position actuelle, où vous voulez l'amener, c'est-à-dire la voie, la destination vers laquelle vous voulez diriger, et comment vous voulez y parvenir, c'est-à-dire le moyen, le chemin que vous allez emprunter. Et donc ça donne quoi? Ça donne ça. Où sommes-nous? C'est la position actuelle. Okay? Où allons-nous? C'est la position future ou souhaitée. Et comment y allons-nous? C'est le chemin ou le moyen qu'on va mobiliser. Okay? Où sommes-nous? C'est lié à l'analyse. Il faut analyser. Il faut diagnostiquer la position qu'occupe l'entreprise. Et c'est pour cela qu'on parle ici de force, faiblesse, menace, opportunité. On doit dresser une photographie réelle de l'existant. En fonction de cela, on doit définir la destination vers laquelle on va y aller. Là, nous sommes dans la dimension choix. Choisir la destination. Et après, on va définir comment nous allons y arriver, comment nous allons, quels moyens va-t-on utiliser, c'est comment allons-nous y parvenir. Donc là, vous avez les 3 moments logiques qui composent la démarche stratégique qui nous est proposée par le Harvard Business School. Et donc, que je peux résumer entre 3 verbes d'action, diagnostiquer ou analyser, choisir ou s'orienter, et puis agir ou mise en œuvre. Donc là, nous arrivons au plan du cours. Le plan du cours, nous cherchons quoi? Nous cherchons à savoir comment les entreprises font pour améliorer sa position stratégique. Et pour cela, nous allons suivre 3 séquences, en plus de la première. Dans la séquence 2, on parle de diagnostic stratégique. Séquence 3, les choix stratégiques. La séquence 4, vous avez le déploiement stratégique ou la mise en œuvre de la stratégie. Le diagnostic stratégique, c'est quoi? Il vise à déterminer la position stratégique de l'organisation. C'est-à-dire la position actuelle. Hein. Et quelle est la position actuelle de l'entreprise? Okay. C'est comme si nous sommes en train de réaliser une photographie de l'existant. Quel est l'existant? Et donc, ce qui fait que la question qu'on va se poser ici, où se situe notre entreprise? Quelle est sa position actuelle? Et pour cela, nous avons besoin de mobiliser un certain nombre d'outils diagnostiques, comme le SWOT, l'analyse SWOT, comme l'analyse des 5 plus 1 force de la concurrence, comme l'analyse PASTEL, comme l'analyse du métier, comme l'analyse des ressources et des compétences, et pas mal d'autres. Ce sont des outils de diagnostic qui nous permettent de cerner la position qu'occupe actuellement l'entreprise. En fonction de cela, l'entreprise va définir un certain nombre de choix. Donc, il va viser à formuler les options stratégiques qui s'offrent à elle, et sélectionner l'une d'elles. Donc, c'était la première image que nous avons commencé dans cette première séance. C'est-à-dire, nous avons vu qu'il y a plusieurs options
et que l'entreprise ne doit pas les ignorer, qu'elle doit les prendre en considération pour sélectionner celles qui lui semblent plus pertinentes, plus porteuses. Et donc, et la question ici, où voulons-nous l'amener? Nous souhaitons amener l'entreprise vers quelle destination, vers quel cap? Et donc, après le choix, il vient comme la décision de mettre en œuvre le choix. Il vise à mettre en œuvre la stratégie sélectionnée, à gérer les changements que ce choix impose. Donc ça, parfois, il y a des choix importants qui vont se faire en termes d'organisation, en termes de recrutement, en termes d'investissement, etc. Et en termes de ressources à mobiliser. Et donc la question qui va se poser, c'est comment allons-nous y parvenir? Et donc vous pouvez voir que donc il y a trois questions qui s'enchaînent, comme disait Peter Drucker. Où se situe notre entreprise? Où souhaitons l'amener? Et comment allons-nous y parvenir? Où souhaitons l'amener ou comment allons-nous y parvenir? Pour moi, ce sont des outils de préconisation. Les outils de préconisation, ça veut dire quoi? Préconiser, ça veut dire préférer. Qu'est-ce qu'on va préférer comme choix stratégique et qu'est-ce qu'on va préférer comme moyen de mise en œuvre? On les appelle les outils de préconisation. Soit en termes de choix stratégiques, il y a la stratégie qu'on préfère, ou nous les moyens, les ressources, les méthodes qu'on va préférer pour mettre en œuvre qu'on va mettre en œuvre la stratégie. Et donc là, je mets, je me limite à ça pour cette première séquence.